Bonjour et bienvenue au sein de ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ronald Cato. Au sommaire de cette semaine, après avoir dû réclamer à d'autres pays l'accès à des vaccins et des kits, les voix se multiplient sur le continent en faveur d'une production pharmaceutique. Nous nous penchons donc sur ces tentatives. Elles cherchent à mettre fin à la dépendance de l'Afrique aux médicaments importés. Que représente l'Organisation internationale du travail pour vous? Alors que l'agence s'apprête à nommer son prochain directeur général, l'un des candidats nous parle de sa vision pour les travailleurs sur le continent. Et enfin, l'une des plateformes de transfert d'argent mobile les plus performantes d'Afrique vient de totaliser 30 millions d'utilisateurs. C'est au Kenya, alors que le continent se passe de plus en plus d'argent liquide. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence la vulnérabilité de l'Afrique, notamment dans l'accès aux médicaments vitaux, aux vaccins et aux technologies de santé. L'Afrique importe 95% de tous les médicaments qu'elle utilise, mais seulement 3% de la production mondiale de médicaments s'effectue sur le continent. Une production qui doit donc s'accélérer sur ce continent et notamment au niveau local. S'il y a une leçon que l'Afrique a tirée de la pandémie de Covid-19, c'est qu'elle ne peut pas externaliser sa sécurité sanitaire. Pour les pays africains, à peu près tout ce qui était nécessaire pour contrôler le virus, kits de diagnostic, masques, produits thérapeutiques et vaccins, a dû être importé. Sauf qu'en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, de nombreux pays ont manqué de médicaments vitaux. Depuis, de plus en plus de voix s'élèvent pour inciter le continent à développer sa propre capacité de fabrication pharmaceutique. Pendant des décennies, l'Afrique a été rongée par une pénurie de produits pharmaceutiques. Selon l'OMS, environ la moitié de la population du continent n'a pas régulièrement accès aux médicaments les plus essentiels. Aujourd'hui, il existe sur le continent environ 375 fabricants de médicaments, la plupart en Afrique du Nord, pour servir une population d'1,3 milliard de personnes. Il n'y a par ailleurs quasiment aucune usine de fabrication de médicaments dans 35 pays d'Afrique subsaharienne. Des données surprenantes lorsqu'on les compare avec les chiffres de la Chine et de l'Inde, qui chacun comptent environ 1,4 milliard d'habitants et possèdent jusqu'à 5000 fabricants de médicaments pour la Chine et 10 500 pour l'Inde. Les partisans d'une production pharmaceutique locale avancent comme argument des médicaments plus abordables et un impact sur la balance commerciale. Cela permettrait notamment aux pays d'économiser des devises étrangères rares. Mais pour que l'Afrique soit en mesure de produire plus de médicaments localement, les pays du continent doivent investir dans des infrastructures fiables, dans la recherche et le développement et mener des réformes. Lenias Wenda est experte internationale dans le domaine de la santé, notamment en immunologie. Elle est la PDG de Medicine for Africa. Merci madame pour votre présence. Le défi est immense, mais sur quoi doit se concentrer la production locale? Devrait-il s'agir de vaccins, de produits pharmaceutiques ou de médicaments? Vous savez, Ronald, je pense que nous devrions nous concentrer surtout en ce moment en Afrique. L'Afrique importe 99% des vaccins utilisés pour répondre aux besoins de ces 1,3 milliard de personnes et 95% des médicaments et des produits pharmaceutiques. Et si l'on considère la charge de morbidité, nous sommes touchés par les maladies infectieuses. Nous avons le VIH, le paludisme, la tuberculose, le Covid-19, nous avons tout cela. Mais en plus de cela, nous avons aussi des maladies non infectieuses, des cancers, du diabète. Les Africains sont touchés par toutes ces maladies. Nous devons donc nous concentrer sur les vaccins et les produits pharmaceutiques. Nous devons également nous concentrer sur les diagnostics, car pour pouvoir mettre un patient sous traitement, il faut d'abord pouvoir le diagnostiquer. Est-il atteint de cette maladie ou non? Nous avons besoin d'appareils, donc nous devons investir dans de nombreux domaines différents. Les chiffres actuels montrent que nous avons à peine investi dans quoi que ce soit. Nous n'avons pas grand-chose. En parlant de vaccins, Lenias, il semble que Moderna soit en train de mettre en place une usine de fabrication de vaccins au Kenya. Est-il temps que les pays africains fassent du transfert de technologie une condition avant d'approuver de tels investissements?
Le transfert de technologie est vraiment un processus très complexe qui nécessite un énorme investissement en temps, en argent et en expertise de la part de la personne qui transfère les technologies. Et c'est un processus qui prend du temps. Il faut des années pour mener à bien ce processus. Il ne s'agit donc pas simplement de vous donner une recette et de partir. Il y a des questions de transfert de savoir-faire, de processus et ainsi de suite. Et tout cela nécessite une relation étroite entre la personne qui fournit la technologie et celle qui la reçoit. Et à mon avis, le transfert de technologie fonctionnerait vraiment bien dans un scénario de partenariat. Un partenariat basé sur la confiance et un objectif commun partagé qui s'aligne sur les besoins du continent africain. Lénias, la valeur de l'industrie pharmaceutique africaine atteindra 56 milliards de dollars d'ici 2030, selon les prévisions de Goldstein Market Intelligence. Pourquoi cela n'a-t-il pas encore débloqué les investissements et la technologie nécessaires pour développer les fabricants de médicaments africains? One of the major problems is that our governments are not L'un des principaux problèmes, c'est que nos gouvernements ne prennent pas de décision en matière d'approvisionnement en médicaments. En tant que gouvernement africain, nous nous sommes permis d'acheter des produits médicaux par le biais de mécanismes internationaux. Il y a des avantages à faire cela. Ils apportent des marchés globaux, ils apportent des volumes, ce qui signifie que nous achetons des choses à bas prix. Mais le problème, c'est que nous nous abandonnons en faisant cela, car si ces mécanismes prennent notre marché et qu'ils donnent tout ce marché à des entreprises indiennes, chinoises ou européennes, cela signifie que les entreprises africaines se retrouvent sans marché et il est très difficile d'investir dans l'amélioration de la qualité de la production, par exemple. Parce que nous ne pouvons pas récupérer cet investissement et qu'il vous est très difficile de convaincre les investisseurs d'investir dans votre entreprise si vous n'avez pas de marché assuré. Nous avons besoin de politiques et de réglementations qui permettent et qui créent un écosystème favorable à une industrie pharmaceutique florissante. Cela signifie donc qu'il faut investir dans la recherche clinique, dans la construction d'infrastructures et dans le développement d'une main-d'œuvre capable de servir cette industrie de manière durable. Lénias, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci Ronald. Depuis sa création, il y a plus d'un siècle, l'Organisation internationale du travail n'a jamais été dirigée par un Africain. Le prochain directeur général de l'agence sera nommé d'ici fin mars et 2 ressortissants africains sont en lice. Ils disent vouloir rendre l'OIT plus pertinente dans les pays du Sud. L'Organisation internationale du travail exerce une influence considérable sur le droit du travail, mais elle a du mal à prouver sa pertinence en Afrique. Le chômage y est élevé, le travail des enfants omniprésent et l'exploitation courante. La promesse d'un travail décent faite par l'OIT est de plus en plus mise à l'épreuve et sa solidarité remise en question. La course au poste de directeur général de l'agence a attiré 5 candidats, dont 2 originaires d'Afrique, le Togolais Gilbert Ungbo et le Sud-Africain Mtunzim Dwaba. Nous avons besoin d'une OIT qui soit consciente qu'elle compte 187 membres avec 5 régions et que l'une d'entre elles n'est probablement que la deuxième en termes de taille après l'Asie, et c'est l'Afrique. Cette Afrique qui représente une énorme opportunité pour le monde, pour l'OIT, ne peut pas fonctionner sur la base d'une organisation qui manque d'action. L'Organisation internationale du travail n'a jamais eu de dirigeant africain. L'agence se trouve également dans un environnement où la pandémie a aggravé les conditions de travail et les niveaux de pauvreté, en particulier dans les pays en développement. L'OIT rassemble les gouvernements, les employeurs et les travailleurs de 187 États membres afin de fixer des normes de travail et promouvoir les droits des travailleurs.
L'objectif du Kenya visant à augmenter les paiements sans liquide a franchi une nouvelle étape cette semaine. La plateforme M-Pesa de Safaricom a franchi 30 millions d'utilisateurs actifs. Cela signifie que presque toute la population adulte du Kenya effectue des transactions sur cette plateforme. M-Pesa, la plateforme de transfert d'argent mobile, a franchi le cap des 30 millions d'utilisateurs au Kenya, soit plus de la moitié de ses clients sur le continent. Le nombre de commerçants acceptant les paiements par le biais de son système a doublé, consolidant ainsi la domination de Safaricom dans les transactions numériques du pays. Avec près de 50 millions d'habitants, la quasi-totalité de la population adulte du pays de l'Afrique de l'Ouest opère sur M-Pesa de Safaricom. Le service est également disponible en Afrique du Sud, en Tanzanie, en République démocratique du Congo, au Mozambique, au Lesotho, au Ghana et en Égypte. De son côté, le géant finlandais Nokia a annoncé la commercialisation de son Nokia 105 en Afrique. Développé en 2013 pour cibler les pays en développement, il possède une version spécifique pour les utilisateurs du continent. Le téléphone fonctionne uniquement sur le réseau téléphonique 2G, encore largement utilisé en Afrique centrale. Au total, Nokia contrôle 9,8% des parts de marché des téléphones standards en Afrique. Et voilà, c'est par le Kenya que se conclut cette édition de Business Africa. Je suis Ronald Cato. L'actualité se poursuit sur notre antenne et en ligne, bien évidemment. Au revoir et rendez-vous au prochain épisode de Business Africa.